Gilles Kepel, est-ce que vous pensez que la Turquie a une attitude relativement laxiste par rapport à ces passages de frontières vers la Syrie pour un État qui est contre le régime de Bachar al-Assad et qui souhaite que ses combattants l'affaiblissent? Oui, bien sûr, la Turquie laisse passer. Enfin, moi, j'ai fait cette traversée clandestine. J'ai eu un peu de mal d'ailleurs parce que les Turcs m'avaient identifié comme un étranger. Ça, ils ne laissent pas trop passer, mais je n'ai parlé qu'arabe, donc finalement, j'ai réussi à rouler les Pandores dans la farine et je suis passé. C'était avant la djihadisation. C'était au moment avec l'ASL, l'armée syrienne. Oui. Mais dans ces endroits-là, exactement. Mais on a vu récemment, par exemple, que l'offensive djihadiste dans la zone contrôlée par le régime syrien au nord de l'Ataké, la première offensive qui a touché le bord de mer syrien, qui était sous le contrôle du régime juste alors, est venue essentiellement à partir de la Turquie, qui a laissé passer les choses. La Turquie s'est engagée très fortement contre le régime de Bachar al-Assad. Maintenant, le problème, c'est que il y a différents groupes qui se battent en Syrie, y compris à l'intérieur des islamistes, le Jabhat al-Nusra qui est affilié en principe à Al-Qaïda, et l'État islamique en Irak et au Levant. Voilà, l'armée de l'État islamique, qui s'appelle le Daesh en arabe, et qui elle est dans une situation beaucoup plus complexe par rapport à la Syrie. Mais qui est plus violente. Voilà, mais le passage de la Turquie se fait très facilement, et surtout, ce qui est la grande différence par rapport à la question de l'Afghanistan que vous évoquiez tout à l'heure, par exemple, c'est qu'il est très facile d'aller en Turquie. La Turquie est une destination, si j'ose dire, touristique du pauvre. Enfin, il y a des riches qui vont en Turquie aussi, mais vous n'avez pas besoin de passeport. Avec votre carte d'identité, vous pouvez vous réislamiser sur l'Internet, comme la dame, ou devenir djihadiste sur l'Internet le soir, prendre un charter pour Istanbul le matin, prendre la correspondance pour l'aéroport de Hatay ou d'Ankara que vous avez vu là, ou un bus, et le lendemain soir, vous passez, et si vous avez les bonnes connexions téléphoniques, vous entrez dans votre brigade djihadiste. Donc, ça se fait avec une rapidité absolument extraordinaire, et c'est ça, non seulement, comme l'a dit M. Ecker, la question du nombre, mais le passage à travers les filières traditionnelles qui rend la tâche des services de sécurité très difficile. Avant, la police savait que, telle mosquée radicale avait, donc ils envoyaient un informateur. Là, ça passe à travers les mailles, ça va extrêmement rapidement. Alors, Antioche, Antakya, à côté de Reyhanlı, qui est le village frontalier, mais Antioche, là où il y avait le reportage, il y avait les souks, et aujourd'hui, c'est le nid d'espions. Vous avez tous les services du monde qui ont des gars avec des barbes et qui disent, on peut savoir, parce que la hantise, c'est pas tellement qu'ils partent, qu'ils y aillent, mais c'est le retour. Le retour avec les vidéos, on verra peut-être tout à l'heure sur l'Internet aujourd'hui, en langue française et en toutes les langues, qui appellent à punir la terre de mécréance, etc., des gars qui paradent. Et surtout, la grande question, c'est est-ce qu'ils peuvent devenir des figures héroïques? C'est ça la question. C'est ça, moi, que j'ai vu en particulier à Roubaix, dans les enquêtes que j'ai fait pour Passion française, dans le nord de la France. On voit ces figures qui finalement sont mortes pour la foi et au fond dont on dit mais... Alors, comment ils en arrivent là, Gilles Kepel? David Thompson, vous avez interrogé donc ces témoins. Tout commence par, et on a pris une citation de votre ouvrage, cher Google et Abou Facebook, comme a dit un de vos témoins. C'est-à-dire tout se passe sur Internet d'abord, avant d'arriver sur le terrain et ce voyage. Le retour à l'islam ou la conversion peut se faire au contact des amis du quartier, au contact d'une mosquée, dans la vie réelle. Mais la découverte en prison, j'ai rencontré beaucoup sont issus de la délinquance, mais aucun n'a découvert l'islam en prison. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que la découverte de la doxa salafiste djihadiste, aujourd'hui, elle ne se découvre pas du tout dans les mosquées françaises. Tout se passe contre le discours qui est délivré dans les mosquées françaises. Elle se trouve sur Internet. Contre le discours, c'est-à-dire un discours un peu plat. Un discours qu'ils estiment mécréant parce qu'il est lié aux autorités françaises, donc par nature mécréant à leurs yeux. En revanche, tout le dogme se trouve en langue française, effectivement, traduit sur des fichiers PDF qui se partagent plus du tout sur les forums djihadistes. On parle beaucoup du forum Ansar al-Haq, mais aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un forum très surveillé, donc plus grand monde ne se rend sur ce forum aujourd'hui. Celui sur lequel il y a eu des menaces récemment contre le président Hollande? Non, ça c'est un autre. C'est un autre, d'accord. Mais la plupart de la prédication djihadiste aujourd'hui en France se passe sur des plateformes ouvertes au public, à tout le monde, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux qui sont fréquentés par tout le monde, Facebook, Twitter, Ask FM, les vidéos sous-titrées en français des grands émirs d'Al-Qaïda
se partagent là aussi sous-titrés en français sur YouTube. Et on peut être très rapidement contacté de l'autre côté sur Facebook pour partir. C'est ça. Et donc aujourd'hui, c'est aussi pour ça que ça touche un public qui est différent, qui est plus jeune, qui n'était pas le public d'il y a encore 5-10 ans, qui était un public d'initiés. Aujourd'hui, tout le monde peut accéder à ça. Et effectivement, ensuite, une fois que vous avez intégré cette idéologie djihadiste, il est très simple de trouver les contacts pour se rendre en Syrie. Ça se passe vraiment, effectivement, en quelques clics. Mais qui pousse à cette recherche Personne ne pousse. C'est un mouvement qui s'auto-alimente. Oui. Et bien souvent, les gens qui sont en Syrie, je les connais puisque je suis en contact avec eux tous les jours. Oui. Et eux-mêmes sont contactés par des jeunes qui leur disent « Mais comment vous rejoindre? Comment faire pour venir au djihad en Syrie ?» Parce que les gens qui sont en Syrie, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils arrivent, ils postent des photos d'eux en armes. C'est des photos qui fascinent. Ils font ça pour inciter les jeunes à les rejoindre. Et ils savent très bien pour que ça fascine les jeunes restés en France. Parce qu'eux-mêmes sont venus en voyant des images comme ça et des vidéos comme ça. Oui, ce qui est intéressant, c'est que les réseaux sociaux, par rapport aux médias qu'on avait avant, ne sont pas uniquement des vecteurs de propagande. C'est aussi une véritable plateforme opérationnelle pour ces groupes. Ça leur permet de recruter, pas forcément directement, mais ça peut passer simplement par un discours, disons, sympa pour des jeunes. Montrer que le djihad, c'est cool, pour le dire en d'autres termes. C'est également des plateformes de levée de fonds, même s'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent. Ça peut passer par des appels à soutien financier via les réseaux sociaux. Ce sont également des plateformes qui permettent de distiller des conseils tactiques et des grandes orientations stratégiques. Oui. Et les conseils tactiques, ça peut être des conseils tactiques qui concernent directement des attaques dans les pays occidentaux aussi. On a vu ça. Ces réseaux. Oui. Ça peut être ça. Comment faire une bombe dans la cuisine de sa maman, comment prendre un 4x4 et foncer dans une foule, comment tuer... Ça fait quand même déjà un certain nombre d'années qu'on a le manuel de fabrication d'une bombe. Ça existe mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est le fait comme ça d'être contacté de manière, entre guillemets, comme l'a dit David Thompson, cool, pour aller vivre une aventure. Oui, on n'est pas nécessairement contacté. Alors, il reste encore quand même quelques réseaux de recrutement, j'allais dire un peu classiques. On a pu avoir certains groupes, je pense notamment d'ailleurs au groupe de Strasbourg, là, la dizaine de jeunes partis ensemble, qui a été vraiment approché par un ancien de Syrie. Il y a eu un contact. Oui, c'est le seul cas où ils viennent tous du même endroit, de la même mosquée, etc. Et il y en a d'autres, en revanche, où pour le coup, ça se passe sans recrutement, sans stratégie de recrutement classique. Oui, un petit détail justement sur ce groupe de Strasbourg, qui reflète bien l'importance des réseaux sociaux. Parce que ces jeunes de Strasbourg, je les connais un petit peu, ils ont rejoint quel groupe là-bas? Ils ont rejoint le groupe qu'on appelle le groupe des Français de Jabhat al-Nusra, qui est la branche officielle d'Al-Qaïda aujourd'hui en Syrie. À la tête de ce groupe des Français de Jabhat al-Nusra, on n'a pas un grand émir qui a fait tous les djihad depuis Oussama Ben Laden en Afghanistan. On a un jeune, enfin plus très jeune, qui a un passé de délinquant, qui a à peu près la quarantaine, et en France, et qui détient toute sa légitimité, tout son charisme d'émir, du fait que quand il était en France, il réalisait lui-même des vidéos de propagande pour inciter les jeunes à partir au djihad. Donc ça montre bien l'importance aujourd'hui de ce djihad médiatique qui se déroule sur Facebook et non plus sur les forums. Un mot là-dessus. La dernière vidéo d'Omar Diaby, puisque c'est son nom, fait 1h58, donc il faut quand même être très motivé pour voir ce genre de vidéo. Elle a été mise en ligne à la mi-février. Elle était encore en ligne hier, je ne sais pas si elle le sera encore la semaine prochaine, et elle a été vue depuis la mi-février par 30 000 personnes. C'est absolument pas négligeable. Et vous trouvez normal qu'elle soit toujours visible sur les réseaux sociaux, sur les sites internet? Je veux dire, là, à titre personnel, que fait la... À titre personnel, je le déplore. Après, il y a des échanges qui existent entre des associations aussi et des gouvernements qui font pression auprès de ces grandes entreprises généralement américaines. Et vous savez qu'on n'a pas la même conception de la liberté d'expression entre la France et les États-Unis pour faire retirer ce genre de vidéos. Et ces pressions peuvent aboutir. Par exemple, une association française a d'abord fait un procès à Twitter, et puis ensuite il y a eu des discussions avec Twitter, et on peut désormais, depuis quelques mois, flaguer, comme on dit, des tweets et faire même interdire des comptes Twitter.
Avant le commentaire de Bédir Nabli, oui, David, vous vouliez rajouter quelque chose? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les autorités françaises, sur cette question du djihad médiatique sur les réseaux sociaux, elle est complètement schizophrène. Jamais les autorités françaises ne vont, même si elles l'ont par moments proclamé, interdire cette prédication sur les réseaux sociaux, sur Internet et même sur les forums, parce que c'est leur unique source de renseignement quasiment aujourd'hui. Le juge Trévidic l'a lui-même dit dans le rapport parlementaire qui a été commandé après l'affaire Mera, 80% des preuves aujourd'hui qui servent à déférer des gens devant la justice viennent de là. Donc, pour les autorités, c'est toute la difficulté, parce qu'à la fois, ils savent que c'est une source majeure de prédication de recrutement djihadiste aujourd'hui, mais en même temps, c'est leur quasi unique source de renseignement aujourd'hui. C'est ce qui est très intéressant dans ce phénomène, c'est que finalement les États en général, et la France en particulier, sont mis au défi du phénomène djihadiste, qui est un phénomène qui illustre parfaitement ce qu'on appelle l'évolution des relations internationales aux relations transnationales, c'est-à-dire la remise en cause de la notion de frontière. Le cas turc est significatif, mais même sur le territoire national, comment surveiller des groupes ou des individus, même isolés? Comment les surveiller? Est-ce que l'appareil d'État, même coercitif, a les moyens de surveiller avec efficacité des initiatives personnelles qui peuvent s'appuyer sur quelques moyens, mais qu'offre justement l'évolution et les mutations technologiques? Il y a une méthode, semble-t-il, celle de privilégier un certain nombre de profils, de personnes qui semblent être plus dangereuses que d'autres, parce qu'effectivement, il est difficile de surveiller tout le monde. Comment surveiller, mais aussi... On la voit à toutes les bavures, justement. Ce qu'on appelle le profiling, c'est très complexe à gérer. Oui. Je voulais y venir. Comment surveiller, première question, pour l'appareil d'État et son appareil coercitif. Comment punir? Comment punir? Car, comme tous les invités l'ont précisé, l'enjeu vu de Paris, c'est moins l'aller que le retour. Oui. C'est moins l'aller que le retour. Comment doit-on appréhender finalement ces jeunes qui connaissent pour certains plutôt une dérive sectaire qu'une dérive religieuse, ce ne sont pas des théologiens entre nous, comment les appréhender, comment qualifier les faits qu'ils ont commis? Comment les condamner? À quel titre? Sont-ils responsables pénalement? Oui. Vous voyez? Là-dessus, justement, il y a deux choses. Gilles Kepel. Un premier point pour aller dans votre sens, à propos de la Tunisie, justement. On a cette espèce de triangulation qui s'est manifestée avec ceux qui étaient soupçonnés de l'assassinat du député de Sidi Bouzid et du militant laïque Chokri Belaïd, dont on a dit, maintenant on le dit moins, mais on l'a beaucoup dit, que c'était des jeunes franco-tunisiens qui étaient allés à l'école communale des Buttes-Chaumont, le gang des Buttes-Chaumont, dont certains avaient déjà fait le djihad en Irak, qui ensuite en Tunisie, de la Tunisie en Syrie aujourd'hui. Donc il y a cette espèce de circulation qui fait qu'on n'est même plus dans l'histoire de deux États. On a des systèmes réticulaires avec de grosses choses dans les réseaux salafistes au Caire, où on endoctrine les gens dans le nord du Caire. Donc, et tout ça, si vous voulez, il y a des passerelles. Certains groupes qui sont pas violents, d'autres qui le sont, mais qui se renforcent. C'est un premier élément. Donc ça, c'est très nébuleux et on est là-dessus très décontenancé dans un pays où les études sur le monde arabe se sont effondrées, par exemple, comme la France. Deuxième chose, un enjeu qui va être un enjeu politique majeur, c'est celui de la qualification légale de tout ça. Parce qu'en fait, la plupart de ceux, moi j'ai assisté à quelques procès, et particulièrement de trois jeunes qui n'étaient pas encore partis, qui sont embarqués à Clermont-Ferrand, qui faisaient vraiment les pieds nickelés du djihad. C'est essentiellement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à travers les écoutes téléphoniques que le dossier a été constitué, qui était parti avec un gilet de pêche, un peu comme ce qu'on voit dans votre reportage, pour mettre peut-être là où on mettait des hameçons, des bâtons de dynamite, qui avait d'abord voulu aller au Yémen, qui avait acheté un Zodiac pourri, ensuite au Mali, une Jeep qui n'a jamais démarré, enfin, et qui néanmoins, sur la base de la volonté de commettre quelque chose, mais qui n'avait pas commis, ont pris 2, 4 et 6 ans de prison ferme. Et ce qui est utilisé pour ça, c'est quelque chose qui est spécifique au droit français, qu'on appelle l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, dont le juge Bruguière était très fier et disait « c'est pour ça qu'on n'a pas eu de Guantanamo, si vous voulez ». Et vous trouvez ça injuste? C'est un problème parce que, en termes strictement légal, comment punir quelqu'un qui n'a pas accompli quelque chose? Mais il avait l'intention de le faire.
Oui, mais... Et l'intention compte en droit. Voilà, mais jusqu'où est-ce que, alors, eux disent dans leur défense, nous, on n'avait pas du tout, on voulait aller en Syrie, soutenir les opposants à Bachar el-Assad. Ouais. Le gouvernement français est contre le régime. Il s'est exprimé. Un certain nombre de ses proches ont appelé la guerre en Syrie et notre guerre d'Espagne, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que l'aller ne pose moins de problèmes que le retour. Voilà, et tout ça va poser de très gros problèmes. La réflexion juridique en France là-dessus est aujourd'hui indigente. Ouais. La répression pose problème et je crois que c'est aussi un signe très compliqué de la crise sociale qui est aujourd'hui en France, comme vous le soulignez. Ça n'est pas seulement des jeunes musulmans, c'est l'islamisation radicale qui est devenue une espèce de signe d'attrape-tout, si vous voulez. Marc Ecker, puis David Thompson. Oui, je veux dire que même des pieds nickelés, s'ils parviennent à arriver sur place et s'ils s'aguerrissent, ils peuvent devenir dangereux. On n'est pas pieds nickelés à vie, donc il faut quand même s'en méfier. Et on a clairement un problème de surveillance. Et là aussi, c'est lié à l'ampleur du phénomène. Pour vous donner encore un chiffre, la Direction centrale du renseignement intérieur, c'est environ 3500 policiers. Vous comparez aux 700 djihadistes ou françaises qui sont partis sur place, et vous voyez d'emblée que vous avez un problème parce que les 3500 fonctionnaires de la DCRI dont je parlais ne s'occupent bien sûr pas que de djihadisme. Ils sont aussi en charge du contre-espionnage, de l'intelligence économique, des cyberattaques, etc. etc. Donc il y a tout simplement un problème de moyens. Il y a aussi un service qui surveille ces Français à l'étranger. Oui, qui n'a pas non plus des moyens extensibles. On parle de 4500, 5000 fonctionnaires aux militaires. Ces jeunes qui reviennent, qui sont potentiellement dangereux, il faut plus qu'un policier de la DCRI pour les surveiller. Si vous voulez faire une filature jour et nuit sur une de ces personnes, il faut une quinzaine de personnes. Donc vous parlez concrètement des moyens. Là, je parle concrètement des moyens. Mais il y a bien sûr d'autres réflexions à avoir que celles des moyens. Et il y a notamment une politique à avoir en termes de prévention. Et celle-là ne concerne pas la police, en tout cas au premier chef. Et donc effectivement, il y a une réflexion beaucoup plus large à avoir par rapport à ce phénomène qu'une réflexion en termes de moyens policiers et en moyens judiciaires. David Thompson. Oui, là, il y a plein de points très intéressants qui sont abordés, effectivement. Comme le disait Gilles Kepel, est-ce qu'il faut avoir une réponse uniquement judiciaire ? Aujourd'hui, moi, je suis en contact avec des jeunes qui ont l'envie de revenir, qui sont en Syrie en ce moment et qui ont l'envie de revenir, mais qui ne reviennent pas parce que ils sont quasiment persuadés. Ils ont envie de revenir pourquoi ? Pour alors là, rechanger de vie en disant, je pense, par exemple, nous sommes trompés, ils gardent leurs convictions, ils ne renient pas du tout leurs convictions, mais en l'occurrence, je pensais à une jeune fille qui s'attend à ce que son mari meurt en martyr, entre guillemets, au combat, puisque lui, il est sur le front tous les jours, et elle n'a pas du tout l'intention de rester en Syrie quand son mari, le jour où son mari mais il n'y a pas encore de condamnation pour avoir épousé un futur martyr. Le fait d'être allé en Syrie, elle sait que, par exemple, la police, la DCRI est venue frapper à la porte de ses parents, donc elle sait qu'elle a été repérée, donc à son retour, elle aura des problèmes. Pour autant, c'est quelqu'un qui n'a aucune intention de mener des opérations armées sur le sol français. En revanche, vous avez aussi aujourd'hui toute une partie des Français qui sont actuellement en Syrie, qui me le disent sans aucune gêne, qui ont l'intention, qui trouvent tout à fait légitime, d'ailleurs ça pour le coup, c'est le cas de la plupart d'entre eux, tous trouvent légitime de frapper la France en cas de parce qu'elle est son armée est présente. Tous ceux que vous avez interviewés, disons que si vous voulez, souhaitent revenir en France et commettre des attentats. Non, tous pensent que cela serait légitime de frapper la France parce que son armée est présente en terre musulmane actuellement au Mali et en République centrafricaine. En revanche, pour l'instant, tous gardent en ligne de mire la Syrie, Bachar el-Assad, et d'ailleurs les deux groupes dans lesquels vont tous les Français quasiment exclusivement, c'est-à-dire Jabhat el-Nusra et l'État islamique en Irak au Levant, pour l'instant ont une logique strictement régionale. Les émirs n'ont pas encore donné d'ordre de frapper l'Occident, mais Jabhat el-Nusra, c'est la branche officielle d'Al-Qaïda, l'inventeur du djihad global, l'ennemi occidental est son ennemi par nature. Donc il y a tout lieu d'imaginer qu'un jour ou l'autre, ces groupes décideront de frapper la France. D'ailleurs, si la France avait décidé de mener des frappes en Syrie, même si à l'époque c'était contre le régime de Bachar el-Assad, il y a tout lieu de penser que ça aurait pu déclencher immédiatement des attaques sur le sol français parce que ça aurait fait de la France un acteur direct de ce conflit. Alors, exemple de retour de ces jeunes qui sont partis combattre en Syrie. Regardez. Leurs parents parlent d'un miracle. Ces deux adolescents sont sains et saufs. Pourtant, il y a 20 jours, ces jeunes partaient de Toulouse faire la guerre sainte en Syrie. C'est à la frontière avec la Turquie que leurs familles les ont récupérés. Le premier, âgé de 16 ans, est rentré dimanche chez lui. Le deuxième a atterri hier à Paris.
Son père, que l'on voit ici à l'image, est allé le chercher jusqu'à Istanbul. Au lycée où ils étaient scolarisés en seconde, c'est le soulagement. Ce sont des victimes plus que des coupables. Donc, ils ont leur place entière ici, dans l'établissement, et nous les attendons avec grand plaisir. Cette histoire toulousaine touche particulièrement Mourad Benchelali. Il a lui aussi connu le lavage de cerveau. C'était en 2001, en Afghanistan, juste avant les attentats du 11 septembre. Il avait 19 ans. Conséquence, il est emprisonné 3 ans à Guantanamo. C'est des gamins à qui on leur a bourré le crâne, quoi. C'est pas djihadiste. Comment on peut faire... On peut, en 3 mois, être un vrai djihadiste quand on a 15 ans. C'est en cela que je m'identifie à ces gamins. J'étais jeune moi aussi. Je me suis laissé séduire moi aussi. Ce qui inquiète Dounia Bouzar, anthropologue, c'est que l'embrigadement a changé de visage. Le discours de l'islam radical a longtemps fait autorité sur des jeunes qu'on appelait sans père ni repère. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça touche des jeunes de profils différents, des familles qui sont d'origine culturelle différente, de classes sociales différentes, ce qui montre bien qu'ils ont développé leur technique d'emprise mentale et que c'est beaucoup plus efficace qu'avant. 250 Français combattraient actuellement en Syrie. 70 djihadistes seraient déjà